Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus à assister à mon exposé. Mes chers camarades, cher enseignant Monsieur Akra Soufiane, j'espère que vous êtes bien et en bonne santé. Aujourd'hui, on va continuer notre chaîne des exposés concernant le sous-module des soins infirmiers en gériatrie et qui appartient au module 22, c'est-à-dire au module des pathologies spécialisées et soins infirmiers. Donc, soyez les bienvenus à assister à mon exposé concernant le sujet des troubles nutritionnels liés au vieillissement. Et avant de commencer, je voudrais vous demander de m'écouter et de me donner quelques minutes de votre attention si vous voulez, car je vais vous parler d'un sujet qui est très important et qui va vous intéresser en tant que des futurs infirmiers et des futures infirmières. Bon, je vais commencer maintenant. Donc, l'exposé est supervisé par Monsieur Akra Soufiane, élaboré par moi-même, Bouchaba Loubna, présenté aux étudiants d'ISPITS Nador, option infirmier polyvalent, semestre 4. Bien sûr, les personnes âgées ont des avantages sur les jeunes ainsi sur la famille en général en termes de sagesse, puisqu'ils ont déjà vécu une grosse partie de leur vie. Les personnes âgées ont des meilleures idées sur la vie que nous vivons car ils sont passés par des différentes expériences. Ils ont la capacité de voir plus clairement et différencier entre le bien et le mal. Et bien sûr, l'accueil familial permet aux personnes âgées de rompre l'isolement. L'animation de la vie qui règne généralement au sein d'une famille favorise le maintien de l'autonomie. Donc, l'accueil familial permet de rétablir autant pour la personne accueillie, c'est-à-dire la personne âgée, et pour sa famille, les liens intergénérationnels qui vont retentir positivement sur la vie en général et qui vont être la source d'amour et la source de tendresse et la source de tout ce qui est joli dans la vie. Bien sûr, chaque exposé est basé sur un plan précis. Moi, j'ai basé dans ce sujet sur le plan et le cours que M. Akra Soufiane nous a envoyé et j'ai ajouté certaines nouveautés que je les trouvées aussi très importantes et il faut les savoir aussi. Donc, pour ne pas s'attarder, mon exposé est composé de certaines parties qui sont au premier lieu, introduction générale. Juste après, on va voir l'anatomie de l'appareil digestif. Donc, j'ai trouvé que c'est très important de faire rappel sur l'anatomie de l'appareil digestif puisqu'il y a une relation étroite entre les troubles nutritionnels ainsi que l'appareil digestif. Et après, on va étudier la définition des troubles nutritionnels. Et après, donc, c'est très important de savoir les effets de la sénescence sur la nutrition. Donc, on va étudier dans cet paragraphe les différentes modifications telles que les modifications de la composition corporelle ainsi que les modifications des fonctions digestives et aussi les modifications métaboliques. Et après, on va voir les besoins nutritionnels de la personne âgée, donc qui se composent des besoins énergétiques. On va voir dans les besoins énergétiques aussi certains conseils diététiques et aussi les besoins nutritionnels en nutriments. Puis, on va étudier l'évaluation de l'état nutritionnel et après, on va voir la dénutrition. Donc, on va étudier dans la dénutrition certains facteurs de risque. Et juste après, on va voir la déshydratation.
dans laquelle on va voir donc les circonstances de survenue ainsi que certains signes cliniques. Et juste après, on va étudier les interventions infirmières dans les différents cas, en cas de déshydratation ainsi qu'en cas de dénutrition. Donc après, j'ai ajouté quiz. Il compose de ces questions. Donc j'ai ajouté ces questions-là pour savoir est-ce que vous avez bien compris le sujet des troubles nutritionnels ou non. Et après, j'ai ajouté 3 vidéos qui sont très explicatives, identifiant tout ce qui a une relation avec la déshydratation ainsi que la dénutrition chez les personnes âgées et aussi donc certaines modifications physiologiques, donc certaines modifications qui vont retentir négativement sur la nutrition chez les personnes âgées. Donc ce sont des vidéos très explicatives, je vous invite à les regarder. Donc, et après, j'ai terminé par conclusion qui est récapitulative du sujet des troubles nutritionnels. Et pour éviter le plagiat, donc je vais vous dire toutes les sources où j'ai trouvé ces informations. Comme j'ai déjà dit, j'ai basé dans mon exposé sur le cours et le plan que M. Akra Soufiane nous a envoyé et j'ai ajouté certaines autres informations. Je vais vous donner donc leurs sources tout de suite pour éviter le plagiat. Donc, commençons par l'introduction. Les personnes âgées sont très vulnérables en matière de santé. Ils peuvent présenter des perturbations d'ordre psychologique ainsi d'autres perturbations d'ordre physiologique qui peuvent causer des troubles nutritionnels. Et bien sûr, comme j'ai déjà dit, donc j'ai trouvé que c'est très important de faire rappel sur l'anatomie de l'appareil digestif, puisque donc le sujet des troubles nutritionnels a des relations étroites avec l'appareil digestif. Donc, l'appareil digestif est composé de nombreux organes tels que l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, etc. C'est lui qui assure la digestion des aliments de la bouche à l'anus. Donc je crois que c'est clair. Et la digestion est importante pour décomposer les aliments en nutriments que le corps utilise pour l'énergie, la croissance et la réparation des cellules. Donc l'aliment passe par la bouche et subit plusieurs transformations pour avoir des nutriments. Donc en passant par l'œsophage, l'estomac, intestin grêle et au niveau des intestins grêles, donc il y aura l'absorption des nutriments et qui sont très essentiels pour avoir l'énergie ainsi que la croissance et la réparation des cellules. Donc voilà, schéma très explicatif identifiant l'appareil digestif. Donc l'aliment passe premièrement par la bouche, par la suite l'œsophage, puis vers l'estomac et après par les intestins grêles, puis donc par le gros intestin et les déchets vont être éliminés par l'anus. Et pour les nutriments qui sont très essentiels dans la croissance ainsi dans toutes les actions que fait l'organisme, donc ces nutriments là vont être absorbés au niveau des intestins pour atteindre la circulation générale. Et aussi, donc c'est impossible d'avoir la digestion sans intervention de certains organes tels que le foie, la vésicule biliaire ainsi que le pancréas. Donc on a vu tout ça en détail dans l'anatomie physiologie dans le premier semestre. Donc je crois que c'est très clair pour l'anatomie de l'appareil digestif. On passe. Passons maintenant pour déterminer la définition des troubles nutritionnels. Les troubles de l'alimentation tels que l'anorexie, boulimie, l'hyperphagie, etc. Donc, ils sont aussi nommés les troubles des conduites alimentaires ou des comportements alimentaires.
Donc, il désigne des perturbations graves du comportement alimentaire. Donc, c'est ça la définition des troubles nutritionnels. C'est très clair. Encore, la nutrition apparaît comme l'un des déterminants d'une vieillesse réussie et performante alimentaire ou des besoins complémentaires différents. C'est-à-dire, la nutrition, il va nous déterminer est-ce que la vieillesse est réussie et en performante alimentaire ou au contraire. Donc, la vieillesse, il a encore besoin des compléments alimentaires différents. Et aussi, la sénescence peut influer sur le statut nutritionnel en créant un terrain propice à la malnutrition. D'abord, la sénescence, c'est le processus de ralentissement de l'activité vitale chez les individus âgés. C'est donc synonyme du vieillissement. La sénescence peut influencer sur le statut nutritionnel en créant des milieux qui sont favorables à la malnutrition. Donc c'est clair. Et aussi, le vieillissement lui-même n'est pas une cause de la dénutrition. C'est la survenue de la maladie ou de modification de l'environnement qui favorise la dénutrition. C'est-à-dire, le vieillissement va donner des milieux favorables pour certaines maladies et qui vont par la suite engendrer la dénutrition. C'est-à-dire, ce n'est pas le vieillissement qui va engendrer la dénutrition directement. Il est très nécessaire d'avoir d'autres maladies ou d'autres modifications de l'environnement pour avoir la dénutrition. Donc c'est ça. Passons maintenant pour étudier les effets de la sénescence sur la nutrition. Passons maintenant aux différentes modifications de la composition corporelle. Donc, les mesures de la composition corporelle montrent une diminution de la masse maigre, de l'eau extra- et intracellulaire, ainsi qu'une élévation de la masse grasse. En ce qui concerne la masse maigre, il représente un compartiment complexe. C'est le compartiment le plus important physiologiquement. Il représente 70% à 90% du poids corporel et il est composé des os, des muscles, des organes de la peau ainsi que les liquides du corps humain. Et une diminution de la masse maigre va faire augmenter l'apport alimentaire dans l'ombre des effets de la leptine qui est sécrétée par le tissu adipeux. Et le rôle de la masse maigre, c'est la régulation de l'apport énergétique. Il joue un rôle très important dans la régulation de l'apport énergétique. Et donc, en ce qui concerne l'indice de la masse grasse, l'indice de la masse grasse est un indice qui exprime en pourcent et qui permet de juger la proportion de tissu adipeux d'une personne adulte. Et il prend en compte la disproportion entre la masse de la graisse ainsi les cellules des muscles. Et la masse grasse, il est augmenté régulièrement au cours de vieillissement dans les deux sexes jusqu'à 60 ans. Il passe de 18 à 25% de l'âge adulte vers 35 à 40% du poids du corps chez la femme lorsque il devient vieillard. Ainsi, chez l'homme, la même chose, il passe dans l'âge adulte de 13 à 18% du corps de l'homme, vers 30 à 35% de son corps lorsqu'il devient vieillard.
Donc c'est ça, ce qui concerne la masse grasse ainsi que la masse maigre. Donc et la diminution de la masse maigre est favorisée par une réduction de l'activité physique et participe à une diminution des capacités fonctionnelles, donc à la perte d'autonomie. Donc c'est ça qui vont conduire par la suite vers la perte de l'autonomie, donc à cause de diminution de l'activité physique. Par la suite, donc la diminution de la masse maigre qui vont engendrer la perte de l'autonomie. Donc passons maintenant aux modifications des fonctions digestives. Donc la phase buccale de la digestion est souvent moins bonne en raison d'une fréquente sécheresse de la bouche associée à une évolution des glandes salivaires d'une part et au traitement psychotrope ou atropinique d'autre part. Donc c'est selon ce que j'ai trouvé. Parmi les effets indésirables du traitement psychotrope ou atropinique, c'est l'augmentation de la sécheresse de la cavité buccale et qui va retentir négativement sur la digestion dans la cavité buccale. Il va diminuer la qualité de la digestion dans la cavité buccale. Ainsi, la déshydratation fréquente chez les sujets âgés aussi vont retentir négativement sur la digestion dans la cavité buccale. Et aussi, la sécheresse buccale aggrave l'altération du goût. Donc, quant au problème des dents, les dents infectées, cariées, douloureuses sont souvent gênants que l'absence des dents. Donc, tous ces facteurs vont causer une diminution de la qualité de la digestion dans la cavité buccale. Et pour le tube digestif, donc il est susceptible de présenter une diminution des nutriments. Donc il reste efficace en l'absence de véritables situations pathologiques puisqu'il y a une capacité d'absorption supérieure aux besoins. Donc ici, si on n'a pas des situations pathologiques, on aura donc ça sera efficace pour la digestion puisqu'on a la capacité d'absorption est supérieure aux besoins de personnes âgées. Donc, passons maintenant aux modifications métaboliques. Donc la diminution de l'hormone de croissance participe au vieillissement. Bien sûr, chez les personnes âgées, ils ont une diminution de l'hormone de croissance. Et cette hormone est indispensable au maintien du métabolisme protidique et au renouvellement des tissus osseux et aux diverses réparations tissulaires. Chez ces personnes âgées, puisqu'ils ont une diminution de l'hormone de croissance, ils auront aussi une diminution de métabolisme protidique, ainsi l'absence de renouvellement des tissus osseux et aux diverses réparations tissulaires. La solution qui reste chez ces personnes âgées, c'est d'assurer un apport nutritionnel suffisant qualitativement et quotidiennement afin de pouvoir compenser en partie cette diminution. Et par ailleurs, la réduction progressive du capital osseux est étroitement liée aux apports alimentaires de calcium et de vitamine D. Donc aussi chez ces personnes âgées, il est très nécessaire d'avoir des apports alimentaires de calcium et de vitamine D suffisants afin de pouvoir conserver leur capital osseux. Donc c'est bon. Passons maintenant maintenant on va étudier les besoins nutritionnels de la personne âgée. Pour les apports conseillés doivent être personnalisés en fonction des sujets âgés, de leur environnement, des ressources disponibles et du comportement individuel. C'est-à-dire, les apports nutritionnels se diffèrent
entre les personnes âgées en fonction de leur environnement et des ressources disponibles, ainsi leur comportement individuel. Parce que les personnes âgées se diffèrent, on ne peut pas conseiller les mêmes apports chez toutes les personnes âgées. Passons maintenant aux besoins énergétiques. Donc, les besoins énergétiques sont définis comme l'apport énergétique nécessaire pour équilibrer la dépense énergétique qui permet au sujet de maintenir l'activité physique et une bonne santé au long terme. C'est ça pour la définition des besoins énergétiques. Aussi, un sujet de plus de 65 ans en bonne santé a des besoins énergétiques équivalents à ceux d'un adulte plus jeune dont l'activité physique serait équivalente. C'est-à-dire, les besoins énergétiques dépendent des activités physiques fournies. Même si un sujet plus âgé et qui est en bonne santé et qui fait des mêmes activités physiques que un sujet adulte plus jeune, donc ils auront des mêmes besoins énergétiques. Et aussi, la diminution des besoins énergétiques avec l'âge est en fait celle du sujet très âgé qui n'a pas d'autres activités que le déplacement du fauteuil. C'est-à-dire, donc, les besoins énergétiques vont être diminués si une personne qui est plus âgée et qui ne fait aucune activité physique, juste déplacement du lit fauteuil. C'est-à-dire, il est toujours assis, il ne fait pas des efforts physiques, donc il aura une diminution des besoins énergétiques. Donc, passons maintenant à donner certains conseils diététiques. Donc, il faut tenir en compte de l'activité physique et du goût de la personne âgée, bien sûr. Ainsi, faire prendre 3 repas principaux, petit déjeuner, déjeuner et dîner, ainsi qu'une collation l'après-midi ou un goûter, bien sûr. Et aussi, donc, chaque repas apportera un laitage pour l'apport en calcium. Donc, c'est ce que j'ai déjà dit. Donc, l'apport en calcium est très nécessaire pour pouvoir conserver la capitale osseuse. Donc, il faut les consommer toujours. Et aussi, donc, le pain, les céréales, les fruits frais et crudités doivent être présents tous les jours. Bien sûr, parce qu'ils sont pleins en vitamines, donc divers nutriments qui sont très nécessaires pour le fonctionnement du corps humain en général. Ainsi, un plat de viande une fois par jour, des œufs 3 à 4 fois par semaine, donc du poisson 2 à 3 fois par semaine aussi. Donc ils sont très nécessaires afin donc de bénéficier des différentes protéines qu'il contient. Passons maintenant aux besoins en nutriments. Donc, ils sont estimés en 2000 kcal par jour pour l'homme et 1800 kcal pour la femme. Un apport inférieur à 1500 kcal par jour est responsable de déficit en micronutriments. Donc, il est très nécessaire de respecter ces intervalles des besoins en nutriments afin d'éviter les déficits en micronutriments. Donc voilà un tableau très explicatif identifiant les différents besoins en micro et macronutriments ainsi que les besoins en énergie
Donc pour les besoins en énergie, on aura besoin de 36 kilocalories par kilogramme par jour. Ainsi pour les protéines, on a besoin de 1 à 1,2 g par kilogramme par jour. Et pour le calcium, 1200 mg par jour. Et pour magnésium, on aura besoin de 400 mg par jour. Et pour le fer, 10 mg par jour. Et pour vitamine C, 120 mg par jour. Et pour vitamine A, 2300 unités par jour. Et pour vitamine D, on aura besoin de 600 unités par jour. Et pour vitamine B6, on aura besoin de 2,2 mg par jour. Et pour les besoins en acide folique, on aura besoin de 400 microgrammes par jour, ainsi que les besoins en eau, c'est 2 litres par jour. Passons. Donc voilà cette illustration, donc il identifie les besoins en pourcentage. Donc on aura besoin 50% de l'ensemble des légumes et fruits, ainsi les produits laitiers, d'où les légumes c'est 1%, les fruits 1% et les produits laitiers 1%. Et on aura aussi besoin de 25% pour les féculents qui est de 1 à 3% et qui regroupe lapin, le couscous du blé, riz brune, ainsi l'orge, etc. Donc sont des féculents. Ainsi on aura besoin de 25% de viande, ainsi les poissons et les fruits de mer. En total c'est 1%. Donc c'est ça pour les besoins en pourcentage. Donc voilà pour cette illustration. Il montre la pyramide alimentaire. Dans la base on trouve des boissons. Donc il faut consommer de l'eau à volonté de 1,5 jusqu'à 2 litres par jour, ainsi que les céréales et ses dérivés. Donc il faut les consommer à chaque repas 4 à 6 parts. Ainsi les légumes et fruits, il faut les consommer au moins 5 par jour, c'est-à-dire 5 parts. Et pour le lait et les produits laitiers, il faut les consommer à chaque repas 2 à 4 parts. Et pour la viande, les poissons et les œufs, il faut les consommer une fois par jour, 1 part. Et pour les matières grasses, il faut limiter leur consommation. Et aussi pour les sucres et les produits sucrés tels que les limonades, etc. il faut limiter leur consommation. Donc c'est ça pour la pyramide alimentaire. Donc voilà, cette vieille dame vous a dit qu'il fallait prendre 4 repas. Donc petit déjeuner, déjeuner, dîner, ainsi que certaines collations. Donc voilà, cette illustration montre qu'il fallait manger des aliments qui ont des couleurs différentes. Premièrement, ils jouent un rôle des antioxydants. Deuxièmement, ils donnent l'envie à manger. Donc voilà. Et passons maintenant à l'évaluation de l'état nutritionnel. Alors, l'évaluation de l'état nutritionnel repose sur l'interrogatoire, le bilan clinique et les marqueurs biologiques. L'interrogatoire permet de faire une évaluation des ingestats par une enquête alimentaire, c'est-à-dire faire une évaluation des différentes substances alimentaires qui sont introduites dans l'organisme, et ça par une enquête alimentaire. Et la diminution des apports est un signe précédant l'apparition clinique des maladies et la malnutrition qui en découle. C'est-à-dire questionner la personne âgée sur les apports alimentaires. Est-ce qu'il y a une diminution des apports alimentaires? Si oui, il a un signe d'apparition clinique des maladies et la malnutrition.
Et le bilan clinique comporte un examen clinique, une évaluation de l'appétit et la recherche de facteurs modifiant l'alimentation, c'est-à-dire troubles de déglutition, état dentaire. C'est en relation avec tout ce qui donne l'appétit et tous des troubles qui peuvent être des obstacles devant des alimentations saines. Passons maintenant. Voilà, cette illustration, elle montre les étapes de l'évaluation de l'état nutritionnel. Premièrement, comme vous voyez, il repose sur le dépistage. Il faut aller dépister premièrement les troubles nutritionnels en général. Par la suite, on va évaluer l'équilibre entre l'apport nutritionnel et les besoins de l'organisme, et on va questionner sur est-ce que les besoins nutritionnels sont couverts ou non, et par la suite on va évaluer les types de nutrition qui sont prises, et après on va voir l'environnement en général, est-ce qu'il est favorable ou non, est-ce qu'il encourage vers l'alimentation saine ou non, est-ce qu'il y a des obstacles tels que les troubles de déglutition, les caries dentaires qui empêchent l'alimentation saine. C'est ça, et il faut savoir que tant que les problèmes de l'alimentation sont détectés tôt, tant que la chance de récupération et d'améliorer est plus élevée. L'évaluation de l'état nutritionnel est un acte qui est réservé aux diététistes, ainsi que même les infirmiers peuvent dépister ces troubles-là et conseiller ces personnes à prendre des alimentations saines. Passons maintenant au volet de dénutrition. La dénutrition protéino-énergétique résulte d'un déséquilibre entre les apports en calories et en protéines d'une part et les sorties d'autre part, c'est-à-dire les dépenses énergétiques liées aux activités physiques et aussi liées au métabolisme de base et aux états d'hypermétabolisme. C'est-à-dire il y a un déséquilibre entre les entrées et les sorties. Les entrées, ce sont des apports en calories. Et les sorties, ce sont des dépenses énergétiques qui sont liées à l'activité physique et au métabolisme de base, qui sont des dépenses d'énergie minimum quotidien et qui permettent à l'organisme de survivre et à assurer des fonctions vitales même au repos, telles que la respiration ainsi que les battements cardiaques, etc. Et aussi les dépenses énergétiques liées aux états d'hypermétabolisme, par exemple en cas des opérations, en cas de traumatisme, il y a des états d'hypermétabolisme. C'est ça. La dénutrition peut être secondaire à plusieurs facteurs, tels que une augmentation des besoins lors de situations d'hypermétabolisme, c'est-à-dire des situations où on a besoin de beaucoup de dépenses d'énergie pour assurer les fonctions vitales, comme par exemple les cas de fièvre, les opérations, les traumatismes, et aussi lié aussi aux autres facteurs tels qu'une augmentation des pertes dans les cas des maladies digestives qui entraînent une malabsorption ou une atteinte cutanée telle que les escarres, ainsi une perte alimentaire insuffisante
tels que la situation économique, l'isolement peuvent entraîner un comportement alimentaire inadapté et la dépendance peut limiter l'apport alimentaire du fait de difficultés pour faire ses courses et préparer les repas. Donc, ils sont liés à l'environnement où il vit, donc le personne âgée. Est-ce qu'il est en état de dépendance ou indépendance? Donc c'est ça, on passe maintenant. Donc voilà pour cette illustration, il est très clair, identifiant la spirale de la dénutrition et nous savons que chaque fois nous consommons des aliments, nous contribuons à fournir aux cellules de notre organisme l'énergie et les nutriments dont ils ont besoin pour fonctionner. Et il n'y a aucun doute que la nutrition joue un rôle essentiel dans le maintien de la santé à tous les âges de la vie. C'est pour cela qu'il faut tenir compte à notre nutrition pour éviter des troubles dans tout notre organisme, puisqu'il y a des relations étroites entre la nutrition et la défaillance de tous les organes. Donc voilà pour la spirale de la dénutrition. La dénutrition peut conduire vers l'hypoalbuminémie. Donc si c'est le cas de dénutrition par carence en protéines, donc on aura comme conséquence l'hypoalbuminémie, puisque l'albumine reflète le métabolisme des protéines. C'est pour cela que la diminution des protéines va donner l'hypoalbuminémie. Et par la suite, une hypoalbuminémie peut causer aussi une immunodépression, puisque la carence en protéines est une cause majeure de déficit immunitaire, comme on sait tous. Et bien sûr, on sait qu'il y a aussi des relations étroites entre la dénutrition et les infections. Puisque toute infection, par l'agression qu'il représente, entraîne des répercussions métaboliques et systématiques qui peuvent entraîner une dénutrition. Donc c'est ça, donc la relation étroite existe aussi entre les infections de type des infections respiratoires et urinaires par rapport aux dénutritions. Et bien sûr, ces troubles et ces infections-là peuvent causer des troubles psychiques. Et ces troubles psychiques en même peuvent causer des iatrogénies, qui se définit comme l'ensemble des conséquences néfastes sur l'état de santé individuel ou collectif de tout acte ou mesure pratiquée ou prescrite par un professionnel de santé habilité et qui vise à préserver et à améliorer ou rétablir la santé. Et l'iatrogénie lui-même peut causer des chutes chez les personnes âgées. Et à titre d'information, devant toute chute chez les personnes âgées, il faut toujours chercher systématiquement une cause iatrogénie telle que la polymédication, à elle seule, peut-être aussi causer l'état d'iatrogénie qui va causer par la suite des chutes. Et par la répétition de ces chutes, on peut tomber dans l'état gravataire. Donc ces personnes âgées peuvent tomber dans les états gravataires et qui va engendrer par la suite des escarres. Et par la suite, avec des complications, ils peuvent aller vers la mort. Donc vous voyez ici, on a débuté par la dénutrition et on a terminé par la mort. La dénutrition est très grave. Il faut tenir en compte pour éviter ces complications graves telles que la mort.
Donc, passons maintenant au volet de la déshydratation. Donc, des modifications physiologiques liées à l'âge rendent compte des différences cliniques et biologiques qui existent entre la déshydratation de l'adulte et celle du vieillard. Donc, comme on a vu dans les modifications physiologiques, les personnes âgées ont des pertes de l'eau intra- et extracellulaires. C'est pour cela qu'ils sont très fréquents aux déshydratations. Aussi, la perte de la sensation de la soif chez le sujet âgé donne fréquemment un tableau de déshydratation. Donc voilà, bien sûr. Et parmi les circonstances de survenue sont de plusieurs ordres. Donc il y a la température extérieure élevée, la fièvre, l'apport en eau insuffisant pour couvrir les besoins journaliers et qui est dû à la dépendance physique ou psychique entraînant une impossibilité de boire ou au trouble de la déglutition ou de la peur de l'incontinence. Donc c'est pour cela qu'on a donc des états de déshydratation chez les personnes âgées. Donc voilà les facteurs les plus fréquents et qui vont engendrer la déshydratation chez ces personnes âgées. Donc passons maintenant à savoir les signes cliniques de la déshydratation. Donc les signes cliniques se caractérisent par une grande fatigue, une sécheresse de la muqueuse buccale, une hypotension, des troubles de la conscience qui peuvent aller de la simple somnolence à l'agitation inhabituelle, la confusion et aussi la langue rôtie, c'est-à-dire langue rouge et très sèche. Donc n'est pas un bon signe de déshydratation du vieillard qui respire sous bouche ouverte et le cul cutané n'est pas non plus spécifique d'une déshydratation chez le grand vieillard. C'est-à-dire donc la langue rôtie, c'est-à-dire langue qui est sèche et rouge, très sèche et rouge, est un signe important de la déshydratation. Donc passons maintenant. Donc voilà, cette illustration, il montre la perte liquidienne par rapport à l'âge. Donc de 30 à 70 ans, la masse hydrique corporelle diminue de 6 litres pour une personne de 70 kg. Donc par exemple, chez une personne qui est âgée de 30 ans et qui a dans son organisme 41 litres de l'eau, donc à 70 ans, il va avoir une perte liquidienne de 15%. Donc il va avoir 35 litres de l'eau dans son organisme. Donc voilà la perte liquidienne par rapport à l'âge. Donc voilà cette illustration, il montre les symptômes de déshydratation. Donc je l'ai déjà cité dans les diapositives précédents. Ils sont de type de sécheresse buccale, des maux de tête, donc les hypotensions, etc. Donc sensation de soif, c'est ça. Donc on passe. Passons maintenant au volet de l'intervention infirmière. Donc pour l'intervention infirmière en cas de déshydratation, d'abord assurer les apports hydriques suffisants et adaptés à l'état de santé tel que la fièvre ou aux conditions environnementales. Ainsi, surveillance régulière du poids chez les malades âgés à risque. Et bien sûr, reconnaître précocement l'installation d'une déshydratation, perte de poids, oligurie, diminution des apports hydriques. Donc ça, c'est le dépistage précoce par ces signes cliniques. Bien sûr, encourager la personne âgée à prendre des apports en eau, mais aussi l'alimentation qui apporte de l'eau. Donc, varier les apports hydriques. Et bien sûr, donc voilà cette illustration.
Elle est très explicative. Il identifiait la prise en charge en cas de déshydratation. La première étape, c'est d'apprécier le degré de la gravité de la déshydratation. Deuxième étape, c'est de décider du type de la prise en charge. Et troisième étape, c'est de traiter la cause de la déshydratation. Et pour quatrième étape, c'est rechercher les éventuelles complications liées aux déshydratations. Donc voilà, on passe. Donc voilà pour cette illustration. Il détermine certains conseils pour bien s'hydrater. Premièrement, il faut fixer les objectifs, c'est-à-dire commencer et finissez la journée avec un verre d'eau. Deuxièmement, varier les boissons, c'est-à-dire lait, les jus de fruits, les thés, les soupes aident aussi à s'hydrater. Ainsi, transporter sa bouteille. Donc, garder une bouteille avec soi encourage à boire plus souvent. Quatrièmement, consommer des fruits parce qu'ils sont riches en eau. Ils apportent également de nombreux nutriments essentiels pour la santé. Et cinquièmement, boire par petites gorgées, donc pour éviter les sensations de ballonnement qui coupent l'appétit. Donc, il faut boire par des petites gorgées. Donc voilà, il faut toujours aider les personnes âgées à boire, à bien s'hydrater. Donc voilà. Passons maintenant à l'intervention infirmière en cas de dénutrition. Donc il faut bien sûr aider la personne âgée à s'alimenter en cas de dépendance. Et bien sûr, veiller à favoriser les prises alimentaires par une alimentation variée en tenant compte du goût et des habitudes alimentaires. Et n'oublions pas de surveiller le poids en établissant une courbe pondérale. Et surtout, il faut rechercher systématiquement des signes de dénutrition en cas de dépression, d'infection des escarres. Parce que toute infection par l'agression qu'il représente entraîne des répercussions métaboliques et systématiques qui peuvent entraîner une dénutrition. Et à noter bien que dans le cas d'un malade dénutri, un accompagnement psychologique est parfois nécessaire parce que la plupart des cas, ils sont associés à des troubles psychologiques. Donc, on passe. Donc, ainsi que l'intervention infirmière repose aussi sur l'assurance de l'équilibre entre les besoins de l'organisme ainsi que les apports nutritionnels pour éviter la dénutrition. Donc, voilà, on passe. Donc voilà, on passe maintenant au quiz. Donc j'ai fait quiz pour évaluer est-ce que vous avez bien compris le sujet des troubles nutritionnels ou non. Donc j'ai fait 6 questions, j'espère que toutes vos réponses auront juste. Donc voilà, je vais commencer. Donc voilà. Première question. Parmi les modifications psychologiques qui peuvent causer les troubles nutritionnels, il y a les modifications rénales, les modifications des structures pulmonaires, les modifications métaboliques. Donc là où les réponses justes sont donc, c'est les modifications métaboliques. Passons maintenant aux deuxièmes questions. Donc, pour question numéro 2, sur quoi repose l'évaluation de l'état nutritionnel? Est-ce qu'il repose sur l'interrogatoire et le bilan clinique et les marqueurs biologiques ou il repose sur l'examen de l'ECG? Donc là où les réponses justes sont
Donc, il repose sur l'interrogatoire et le bilan clinique et les marqueurs biologiques. Passons maintenant aux questions numéro 3. Donc, pour question numéro 3, les besoins en protéines chez les personnes âgées sont 1 à 1,2 g par kg par jour, 3 g par kg par jour. Là où les réponses justes sont c'est 1 à 1,2 g par kg par jour. Passons maintenant aux questions numéro 4. Donc, pour question numéro 4, dans le cas d'un malade dénutri, un accompagnement psychologique est nécessaire, n'est pas nécessaire. Donc, la réponse juste est c'est nécessaire. Donc, l'accompagnement psychologique est nécessaire en cas d'un malade dénutri. Donc, passons maintenant aux questions numéro 5. La perte de la sensation de la soif chez le sujet âgé donne fréquemment un tableau de déshydratation, de diarrhée. Donc, là où les réponses justes sont bien sûr de déshydratation. Donc bien sûr, il donne un tableau de déshydratation. Donc passons maintenant aux questions numéro 6. Comment trouvez-vous cet exposé? Like or don't like? Donc j'attends votre réponse. Donc, j'attends votre réponse. Donc, je vous invite à regarder ces 3 vidéos que je vais les partager avec vous tout de suite. Ils sont très explicatifs. Ils identifient tout ce qui a une relation avec la dénutrition, ainsi que identifiant donc tout ce qui a une relation avec la déshydratation. Il identifie aussi les différents facteurs ainsi que les différentes modifications qui vont engendrer les troubles nutritionnels. Donc je vous invite à regarder ces 3 vidéos. Ils sont très explicatifs. Je vais les partager avec vous tout de suite. Mes chers camarades, chers enseignants, donc je touche maintenant à la fin de ma présentation. J'espère que tout est clair. Je vais terminer par petite conclusion récapitulative, regroupe tout ce qu'on a vu aujourd'hui dans notre exposé. Donc l'importance d'une alimentation saine et équilibrée pour le maintien en bonne santé est un concept généralement bien admis dans l'esprit populaire. Chez la personne âgée, un apport nutritionnel adéquat peut améliorer la qualité de vie et prolonger l'espérance de vie en général. Et aussi, chez la personne âgée, une alimentation équilibrée et adaptée à l'âge est un élément important du maintien de bonne santé, et l'évaluation du statut nutritionnel doit compléter le bilan physique et psychique dans la démarche diagnostique du médecin face aux patients âgés afin de prévenir ou de pallier à toutes les carences nutritionnelles pour une supplémentation protéino-énergétique appropriée. Donc c'est ça, j'ai terminé. Je vais vous citer maintenant certaines sources où j'ai trouvé les différentes informations que j'ai citées sur ma présentation aujourd'hui.
Pour éviter le plagiat, je vais citer les différentes sources où j'ai trouvé les différentes informations que j'ai citées sur ma présentation. Et comme j'ai déjà dit, j'ai basé dans ma présentation sur le cours que M. Akras Soufiane nous a envoyé. Ainsi, j'ai trouvé d'autres illustrations, d'autres informations nouvelles sur les sites web www.infirmier.com, www.ifcs.com. Ainsi, j'ai trouvé d'autres définitions sur la rousse médicale. Donc, c'est tout pour les sources où j'ai trouvé les différentes informations que j'ai citées sur ma présentation. Alors, mes chers camarades, chers enseignants, Monsieur Akras Soufiane, je touche maintenant à la fin de ma présentation qui a été sous-titre des troubles nutritionnels chez les personnes âgées et qui a été préparée et présentée par moi-même, Bouchaba Loubna. J'espère que tout est clair et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Donc, je serai aujourd'hui online 24 heures sur 24 heures pour répondre à toutes vos questions. Donc, merci beaucoup. Merci pour votre attention. Et bien sûr, n'oublions pas à prendre soin des personnes âgées parce qu'ils sont des sources de sagesse, de tendresse, de l'amour et de tout ce qui est joli dans notre vie. Donc, prenez toujours soin de ces personnes-là. Et merci beaucoup pour votre attention. Donc, j'espère que tout est clair pour vous. Et si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à me les poser. Je serai aujourd'hui online 24 heures sur 24 heures pour répondre à toutes vos questions. Donc, j'insiste sur ça. Je serai là pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup et bonne chance.